Il est 14 heures, un mardi de juillet, et dehors, le thermomètre affiche 38 degrés. Dans la rue, l'air semble presque solide tellement il est lourd. Et pourtant, à quelques mètres de là, il y a une maison où il fait 24 degrés. Pas de climatiseur qui ronronne, pas de ventilateur monté sur le plafond, pas de bidouille high-tech, pas d'appli, pas de gadget connecté à 300 € vendus comme la solution miracle contre la canicule. Juste une maison qui, silencieusement, fait ce que la plupart des logements français ont oublié de faire depuis des décennies. Elle se protège d'elle-même. Ça peut sembler presque suspect. On a tellement l'habitude qu'un été chaud rime automatiquement avec facture d'électricité qui explose, ou avec ce bruit de compresseur qui tourne toute la nuit chez le voisin, qu'on a du mal à croire qu'une maison puisse simplement rester fraîche parce qu'elle a été pensée ou repensée pour ça. Et pourtant, ce n'est ni un mythe, ni du marketing. C'est de la physique du bâtiment, appliquée intelligemment. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment fait-elle exactement, cette maison, pour tenir tête à la canicule sans aucun équipement actif ? Et surtout, est-ce que cette logique peut s'appliquer chez vous, que vous soyez dans un pavillon en Gironde, un appartement sous les toits à Lyon, ou une maison de ville en pierre dans le sud-ouest ? Parce qu'il faut le dire clairement dès le départ, la France n'était pas préparée à ça. Le parc immobilier français a été construit, pour l'essentiel, avec une seule obsession en tête, garder la chaleur à l'intérieur en hiver. Toute la réglementation thermique historique, toute la culture du bâtiment tournait autour du froid. Résultat, on a des millions de logements qui sont d'excellents thermos en hiver et d'excellents fours en été. Une passoire thermique, on l'imagine froide et humide, mais l'été, c'est souvent l'inverse. Elle retient la chaleur qui rentre par les fenêtres, par la toiture, par les murs mal isolés, et elle ne sait pas s'en débarrasser la nuit. Avec le nombre de vagues de chaleur qui augmente d'année en année, cette faiblesse structurelle devient un vrai problème de santé publique, pas juste un inconfort estival. Alors d'où vient cette maison qui reste fraîche sans rien allumer ? Elle ne sort pas d'un laboratoire futuriste. Elle vient, la plupart du temps, d'une logique très ancienne, celle des maisons méditerranéennes, des mâts provençaux, des maisons de village aux murs épais et aux fenêtres petites côté sud, ou celle des architectures bioclimatiques plus récentes qui ont simplement remis au goût du jour des principes que nos grands-parents appliquaient sans même les théoriser. Avant l'électricité bon marché et la clim en kit, on savait déjà fermer les volets le matin, ouvrir les fenêtres la nuit, planter un arbre au bon endroit. Ce savoir s'est perdu, en partie, avec la généralisation du chauffage central et de la climatisation. Aujourd'hui, on le redécouvre, mais avec des outils de compréhension bien plus précis. Le mécanisme, en réalité, repose sur 3 piliers qui travaillent ensemble. Et c'est important de le comprendre parce que si vous n'en appliquez qu'un seul, ça ne suffit pas. Le premier pilier, c'est bloquer la chaleur avant qu'elle n'entre. Ça paraît évident, dit comme ça, mais c'est là que la majorité des logements français échouent complètement. Une fenêtre exposée au sud ou à l'ouest, sans aucune protection extérieure, c'est une porte grande ouverte pour le rayonnement solaire. Et attention, ce n'est pas le vitrage qui fait le travail principal ici. Un double vitrage performant limite les pertes de chaleur en hiver, mais il ne bloque pas efficacement le rayonnement solaire direct en été. Ce qui bloque vraiment la chaleur, c'est ce qui se trouve à l'extérieur de la vitre. Volets battants, volets roulants, stores extérieurs, brise-soleil, pergola avec plantes grimpantes à feuilles caduques. La règle est simple, et elle est trop souvent ignorée. Une protection solaire est efficace quand elle empêche le rayonnement d'atteindre le verre, pas quand elle essaie de filtrer la chaleur une fois qu'elle est déjà entrée dans la pièce. Un simple rideau intérieur, aussi joli soit-il, arrive beaucoup trop tard dans le processus. La chaleur est déjà dans la maison, elle a déjà traversé le vitrage, elle s'est déjà transformée en chaleur infrarouge piégée à l'intérieur. Le deuxième pilier, c'est l'inertie thermique, et c'est sans doute le concept le plus mal compris du grand public. Une maison à forte inertie, typiquement en pierre, en briques pleines, en terre crue, en béton banché, ou avec des dalles massives, se comporte comme une éponge à chaleur. Pendant la journée, elle absorbe l'énergie thermique sans que la température intérieure ne grimpe immédiatement, parce que les matériaux massifs mettent du temps à chauffer. C'est ce qu'on appelle le déphasage thermique. Le pic de chaleur extérieure, qui arrive vers 16 ou 17 heures dehors, peut mettre plusieurs heures avant de se répercuter à l'intérieur, parfois au point de n'atteindre son maximum intérieur qu'en pleine nuit, quand l'air extérieur est déjà redescenu. A l'inverse, une construction légère, en ossature bois mal conçue, en placo sur isolant mince ou avec des cloisons fines, chauffe et refroidit presque instantanément. Elle suit la température extérieure comme une ombre, ce qui veut dire qu'elle est brûlante exactement au moment où vous rentrez du travail, en fin d'après-midi, quand le soleil a tapé toute la journée. Le troisième pilier, c'est évacuer la chaleur accumulée pendant qu'il fait encore frais dehors, et c'est là qu'intervient la ventilation naturelle nocturne.
Ce principe, en France, on l'appelle parfois le rafraîchissement passif nocturne, ou le free cooling naturel. L'idée est simple. La nuit, quand la température extérieure descend sous la température intérieure, on ouvre en grand, on crée un courant d'air traversant d'une façade à l'autre, ou d'un point bas vers un point haut, si la maison a plusieurs niveaux, et on laisse l'air frais nocturne évacuer la chaleur stockée dans les murs et le sol pendant la journée. Puis, dès que le soleil se lève et que la température extérieure recommence à grimper, on referme tout, fenêtres et volets, pour garder cet air frais emprisonné à l'intérieur le plus longtemps possible. C'est exactement l'inverse du réflexe naturel de beaucoup de gens qui ouvrent leurs fenêtres en pleine journée pour faire circuler l'air, alors qu'ils font en réalité entrer de l'air chaud dans une maison qui commençait à peine à se stabiliser. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois piliers, protection solaire extérieure, inertie thermique, ventilation nocturne, ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des principes documentés en thermique du bâtiment, enseignés dans les écoles d'architecture, appliqués depuis longtemps dans les régions à climat chaud, comme le pourtour méditerranéen. Ce ne sont pas des promesses marketing sans fondement. Contrairement à certains produits vendus comme des solutions miracles contre la chaleur, peintures réfléchissantes soi-disant révolutionnaires, films anti-UV pour fenêtres, aux performances souvent surestimées, petits ventilateurs brumissateurs qui donnent une sensation de fraîcheur momentanée sans rien résoudre structurellement. Ces gadgets ne sont pas inutiles à 100%, certains apportent un vrai confort ponctuel, mais ils traitent le symptôme, pas la cause. Une maison qui reste fraîche sans rien allumer, elle, s'attaque à la cause, elle empêche la chaleur d'entrer, elle la stocke sans la laisser remonter trop vite, et elle l'évacue au bon moment. Alors pourquoi, si ces principes sont connus depuis si longtemps, la majorité des maisons françaises construites ces 50 dernières années ne les appliquent pas? La réponse est en grande partie économique et culturelle. Construire léger coûte moins cher et va plus vite que construire massif. Les grandes baies vitrées sans protection extérieure sont devenues un argument de vente esthétique, lumineux, ouvert sur l'extérieur, sans qu'on parle toujours de ce qui se passe en plein mois d'août, à 15 heures. Et pendant longtemps, le chauffage hivernal a été le seul sujet pris au sérieux dans la réglementation, parce que les hivers froids étaient perçus comme le vrai risque, pas les étés chauds. Ce n'est que récemment, avec la multiplication des épisodes caniculaires, que le confort d'été commence enfin à être intégré sérieusement dans les diagnostics de performance énergétique et dans les nouvelles réglementations de construction. Maintenant, ramenons ça concrètement à la réalité française, parce que ce qui fonctionne dans un mas en pierre du Luberon ne s'applique pas de la même façon à un appartement sous les toits, à Paris ou à Marseille. Si vous êtes propriétaire d'une maison individuelle, surtout dans une construction ancienne aux murs épais, vous avez probablement déjà une bonne base d'inertie thermique sans le savoir. Ce qui vous manque le plus souvent, ce sont les protections solaires extérieures efficaces sur les façades exposées et une vraie stratégie de ventilation traversante nocturne, ce qui demande parfois juste de la discipline. Ouvrir et fermer aux bons horaires, plutôt que des travaux coûteux. Si vous êtes en appartement, la situation est différente et souvent plus compliquée. Un appartement sous les toits, en dernier étage, cumule deux handicaps majeurs. Une toiture qui chauffe énormément si elle est mal isolée, et souvent une seule orientation, donc une ventilation traversante impossible ou très limitée. Dans ce cas, la priorité absolue, ce sont les protections solaires sur les fenêtres exposées, volets ou stores extérieurs si la copropriété le permet, et à défaut des solutions intérieures réfléchissantes qui, sans être aussi efficaces, limitent quand même les dégâts. La ventilation nocturne reste possible même sans circulation traversante complète, en ouvrant largement la nuit, et en utilisant l'inertie du peu de masse disponible, sol, mur porteur, pour stocker un minimum de fraîcheur. Il faut aussi être honnête sur les limites de cette approche, parce que le but ici n'est pas de vendre du rêve. Le rafraîchissement passif fonctionne très bien tant que l'amplitude thermique jour-nuit reste suffisante, c'est-à-dire quand il fait significativement plus frais la nuit que le jour. C'est le cas dans une grande partie du territoire français, notamment en climat océanique et continental. Mais lors des vagues de chaleur les plus intenses, celles où même la nuit ne redescend pas beaucoup, ce système atteint ses limites. Il ne fera pas de miracle si les nuits restent à 26 ou 27 degrés pendant une semaine entière. Dans ce cas, il continue à limiter la casse, à retarder la montée en température, à réduire l'inconfort, mais il ne remplace pas totalement un système actif dans les épisodes les plus extrêmes, surtout pour les personnes vulnérables, personnes âgées, jeunes enfants, personnes malades, pour qui la sécurité doit toujours passer avant l'idéologie du tout passif. De la même façon, une maison en climat méditerranéen n'a pas exactement la même stratégie qu'une maison en climat océanique ou continental. En climat méditerranéen, la chaleur est plus sèche, les nuits sont souvent plus fraîches malgré des journées très chaudes, ce qui rend la ventilation nocturne particulièrement efficace.
En climat océanique, l'humidité change la donne, l'air chaud, humide est plus difficile à évacuer efficacement, et le confort ressenti dépend autant de l'humidité que de la température affichée. En climat continental, les écarts jour-nuit peuvent être très marqués, ce qui est en réalité une excellente nouvelle pour ce type de stratégie passive. Ce qu'il faut retenir au fond, c'est que cette maison qui reste fraîche pendant la canicule, sans climatisation ni gadget, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, et ce n'est pas non plus réservé à une élite qui peut se payer une rénovation complète. C'est une hiérarchie de priorités très claire. D'abord, empêcher le soleil de frapper directement le vitrage, avec des protections extérieures, pas intérieures. Ensuite, profiter ou renforcer l'inertie thermique du bâtiment existant. Enfin, orchestrer intelligemment l'ouverture et la fermeture des fenêtres selon l'heure, pas selon l'envie du moment. 3 principes, aucun gadget, aucun abonnement électrique supplémentaire, juste une meilleure compréhension de comment la chaleur se déplace réellement dans un bâtiment. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire. Pendant que l'industrie nous vend en permanence de nouveaux appareils pour combattre la chaleur, la solution la plus robuste, la plus durable et souvent la moins chère, c'est de revenir à une logique presque oubliée. Ne pas combattre la chaleur une fois qu'elle est entrée, mais l'empêcher d'entrer en premier lieu. La prochaine fois que la canicule frappera, la question à se poser ne sera peut-être pas « quel appareil vais-je acheter pour refroidir ma maison ?», mais plutôt « à quelle heure exactement dois-je ouvrir mes fenêtres et à quelle heure dois-je fermer mes volets ?» C'est une question qui ne coûte rien et qui, appliquée avec rigueur, peut faire une différence de plusieurs degrés, jour après jour, été après été.